Hello mes lapins et bienvenue dans ce nouvel épisode de complément à ma vidéo sur l'exposition Gustave Moreau et le Moyen-Âge retrouvé. Alors la dernière vidéo était un focus sur la toile Les Chimères et aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ensemble les licornes de ce peintre de génie qui fit dire et écrire au collectionneur, écrivain, journaliste et critique d'art Émile Strauss le 14 juillet 1887 « J'ai vu une des plus belles choses que j'ai jamais vues » lorsqu'il sortit de l'atelier de l'artiste où il venait justement de découvrir cette toile. Allez, c'est parti! Comme nous sommes toujours dans cette thématique du Moyen-Âge retrouvé et exploité au 19e siècle par les artistes, d'ailleurs si vous voulez comprendre pourquoi, allez voir ma vidéo sur le sujet, je vous la mets dans la barre d'infos, et bien pas de surprise si je vous dis que les licornes, tout comme les chevaliers, les bijoux précieux et cette omniprésence de l'orfèvrerie d'inspiration médiévale sont bel et bien présents, et ce de façon récurrente dans les toiles de Gustave Moreau. Si vous avez l'occasion d'aller déambuler un jour au cœur de ce superbe atelier parisien du peintre, qui est maintenant son musée, vous verrez combien cette assertion est véridique. Mais peut-être que je vous ferai une mini vidéo à ce sujet pour ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir facilement se rendre dans ce musée. Dans tous les cas, je pense qu'avec les œuvres dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà montré, mais aussi qu'avec ce tableau, Les Licornes, vous vous apercevrez bien de cette inspiration médiévale détournée, très présente dans son travail, avec ses motifs décoratifs, ses personnages et ses créatures fantastiques qui n'ont cessé de parcourir les rêves symbolistes du peintre, qui lui, n'a cessé de les mettre à l'honneur dans sa production pour mieux se les approprier et les réinventer. J'en profite pour une petite précision, dans cet épisode on parle précisément de ce tableau-ci qui s'appelle Les Licornes de Gustave Moreau, parce que sinon, sachez qu'il y en a des pelletées d'autres dans ses œuvres, puisque cet élément de bestiaire avait particulièrement eu l'air de l'inspirer, et puis qui le plaisait aussi énormément à ses acheteurs. Parce que oui, au sein du musée Gustave Moreau, ou des collections particulières qui ont l'honneur d'abriter ses travaux, il existe de nombreuses variantes de femmes à la licorne qui témoignent de l'intérêt porté par l'artiste à cette créature fantastique et sa symbolique. D'ailleurs, il existe même chez Gustave Moreau un pendant masculin à cette thématique de la femme avec une licorne, puisqu'il existe ce superbe tableau qui s'appelle Poète persan monté sur une licorne. Il existe, je crois, plusieurs versions, je ne sais pas. En tout cas, il y a énormément de croquis à ce sujet qui sont vraiment très très jolis. Mais j'en reviens à la toile dont nous allons parler, donc les licornes, qui est une huile sur toile non datée d'1,15 m sur 90 cm, qui est donc beaucoup plus petite que les chimères dont je vous ai parlé, mais qui est plus célèbre je crois, et tout autant emblématique de l'artiste. Intéressons-nous maintenant un petit peu à la vision que nous propose Gustave Moreau à travers cette toile qu'il décrivait comme étant une île enchantée avec une réunion de femmes, uniquement de femmes donnant le plus précieux prétexte à tous les motifs de plastique. En gros, vous comprenez bien, donc c'est une île enchantée, donc une île merveilleuse, avec des femmes qui sont toutes donc d'une grande valeur morale et qui lui permettent de s'exprimer esthétiquement avec son art. Alors au premier plan, vous pouvez voir plusieurs figures féminines entourées de licornes. On peut deviner dans ce groupe de femmes d'ailleurs qu'il est composé de nobles gentes dames qui seraient entourées de leurs suivantes, qui sont également, femmes de vertu. Donc vous verrez aussi au premier coup d'œil que parmi les deux figures féminines les plus importantes, l'une est très richement parée quand l'autre est dévêtue. Et pourtant ici, c'est pas du tout une figure pornographique ou tentatrice, mais même si effectivement cette figure est très sensuelle, et qu'elle correspond au canon de beauté qu'avait Gustave Moreau dans ses peintures, mais il s'agit par contre bien au contraire d'une vision de la beauté et surtout de la pureté d'un corps féminin vierge, et donc vierge de tout péché charnel. On est très très loin de l'image de la tentatrice qu'on a vue dans les chimères. Si vous observez d'ailleurs de plus près la jeune femme dévêtue, vous verrez d'ailleurs qu'elle tient en main un lys qui est symbole de pureté, ainsi qu'une précieuse épée effilée qui pourrait être vue comme un symbole de pouvoir et surtout de justice. Donc ça c'est encore une fois, ça renforce les valeurs morales des personnages. Et donc il n'y a rien d'étonnant à ce que ces deux vierges n'enlacent des licornes qui restent impassibles, qui se laissent faire,
parce qu'il faut savoir que ces animaux légendaires, ils étaient réputés farouches et comme ne se laissant, disait-on, approcher que par des vierges. Donc là, vu que les licornes ont une réaction positive à la présence de ces femmes, ça suffit à dire en fait que ces femmes sont donc des vierges parées de toutes les vertus. Donc, comme je vous l'ai dit, on est vraiment très très loin de sa vision féminine, satanique qui est contenue dans les chimères. Et oui, parce qu'on est toujours dans l'art du 19e siècle, il y a toujours cette très forte dualité de la femme qui est vue comme une sainte ou comme une vile pécheresse tentatrice et destructrice, surtout, qui vous entraîne dans son sillon vers les péchés et donc vers l'enfer. D'ailleurs, autre point, vous verrez puisqu'on parle de ces femmes, qu'elles sont toutes très richement parées, et en fait même celle qui est dévêtue, parce que vous pouvez deviner la richesse de ses vêtements qu'elle utilise comme couche sous elle, donc elle est couchée dessus donc, et vous pouvez aussi admirer la préciosité de son chapeau et de ses bijoux. Le chapeau, on en reparle tout à l'heure. Alors plus loin sur le deuxième plan, dans le paysage donc de cette île enchantée, vous pourrez observer également une autre figure de femme habillée de rouge, qui est elle aussi accompagnée de sa licorne, et non loin d'elle se trouve le bateau qui a sans nul doute déposé ce groupe de vierges donc sur cette île aux merveilles, cette île à l'enchantement. Le dernier plan, lui, il est occupé par un paysage lointain qui est esquissé avec génie par Gustave Moreau puisqu'il y a déployé son talent pour la mise en place des couleurs, des mouvements et aussi ce talent qu'il possède en fait réellement pour la composition de paysages, qui est un de ces talents que l'on a tendance à toujours un peu zapper parce qu'on est toujours d'abord pris par la sensualité de ces personnages et puis par la beauté du foisonnement de détails que les toiles possèdent et dans lesquels on se perd. Et donc on a tendance souvent à un petit peu du coup zapper le paysage qui est pourtant un élément qui le maîtrise aussi extrêmement bien. Mais sinon, d'un point de vue plus technique, vous pouvez voir que Moreau nous propose toujours une de ses visions syncrétiques. Syncrétisme, j'ai déjà expliqué ce que c'était. Si vous avez besoin, dites-le moi, je vous le remets dans les commentaires où je fais une petite vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Donc il nous propose donc toujours cette vision syncrétique, en associant harmonieusement des éléments d'époque disparates, qui n'ont donc pas de lien entre eux, mais aussi il opère dans cette toile, comme vous pouvez le voir, avec sa très particulière dissociation entre le dessin et les couleurs chatoyantes qu'il utilise. D'ailleurs, l'utilisation des couleurs, elle est toujours très très magistrale chez Moreau, qui était un coloriste de génie, en plus d'un dessinateur qui avait vraiment... énormément de talent à ce niveau-là. Et donc Moreau, il arrive toujours à nous créer, à nous obtenir des effets chromatiques et graphiques qui sont d'une subtilité rare et qui sont vraiment uniques. D'ailleurs, si vous connaissez des artistes qui ont cette patte, n'hésitez pas à me le dire, je serais très intéressée. Si ce sont des artistes que je ne connais pas, n'hésitez pas à balancer moi ça, avec plaisir. Vous noterez aussi, justement, puisqu'on parle de la technique de Moreau, cette présence délicate des réseaux de lignes fines dissociées du dessin et de la couleur, et qui fait partie de ce qui contribue, aussi antithétique que ça soit, à cette unité esthétique de son syncrétisme. Parce que c'est ça, le génie de cet artiste, c'est qu'il compile des choses qui n'ont rien à voir ensemble, mais en plus, il dissocie une partie du dessin de la couleur. Et pourtant, on n'est pas du tout choqué sur ces toiles. Voilà, vous aimez pas, mais on ne peut pas dire que ça choque l'œil. L'œil, il n'est pas en face de quelque chose qui n'est pas harmonieux, en fait. Et Gustave Moreau, en micmaquant tout ça, il arrive à vous faire quelque chose avec une très très belle harmonie qui satisfait l'œil, si ça correspond à vos goûts, évidemment. Et toujours d'un point de vue plastique, vous pouvez voir que cette toile, elle est fidèle au style de l'artiste, dans le sens où elle semble être restée inachevée, en fait, qui est en réalité une partie du style graphique de l'artiste, cet inachèvement. Alors, évidemment, on n'oublie pas pour autant qu'il y a certaines des toiles de Gustave Moreau qui sont réellement restées inachevées, justement comme les chimères que je vous ai montrées la fois d'avant, mais que pour plein d'autres de ces toiles, eh bien cet aspect d'inachèvement, il est voulu par l'artiste. Il fait partie intégrante de la toile, comme ici, donc justement, contrairement aux chimères. Alors, est-ce justement pour cette raison, c'est-à-dire cet état d'inachèvement apparent, que la toile aurait déplu à son commanditaire, Edmond de Rothschild, riche banquier et grand collectionneur d'art, qui lui fit préférer finalement une aquarelle, celle de David dansant devant l'arche,
à la place de cette toile qui finalement donc ne lui convainc pas et qu'il ne prie pas. Possible. La toile, donc les licornes, resta donc dans l'atelier de Gustave Moreau et ne partit point de celle-ci. Et finalement, c'est une très bonne chose pour nous aussi, parce que si vous allez dans son musée, eh ben vous avez le plaisir de pouvoir la voir, sauf si exceptionnellement elle a été prêtée pour être dans une autre exposition ailleurs, mais sinon c'est une toile magnifique qui vaut le coup de se déplacer. Alors il y a une autre version de cette histoire, d'autres personnes disent que c'est Gustave Moreau lui-même qui refusa de se séparer de cette œuvre que lui avait commandée donc Edmond de Rothschild, et qu'à la place, il lui substitua donc cette petite aquarelle de David dansant devant l'arche, qui est actuellement d'ailleurs une œuvre non localisée et que je ne retrouve pas non plus en ligne dans une version intégrale finie, et dont il ne semble subsister que pour nous les pauvres pégus sans le sou qui n'avons pas de collection particulière, qu'un simple mais très splendide croquis, puisqu'encore une fois Gustave Moreau est un très très bon dessinateur, et même ses croquis souvent sont des vrais petits bijoux et des plaisirs pour les yeux. D'ailleurs, sur cette version qui dit que Gustave Moreau a dit n'aurait pas voulu se séparer de sa toile, on peut penser que c'est la bonne version, parce que l'artiste nous a laissé une note rageuse, qui semblerait donc attester de cette vision de l'artiste refusant de laisser sa toile, puisqu'il a écrit « Assez de toutes ces réflexions critiques, de ces blâmes, de cette sévérité théorique, chez tous ces imbéciles dont l'intelligence en art comme en tout du reste ne dépasse pas celle d'un concierge ou d'un charcutier. Quoi qu'ils pensent d'eux et quoi qu'ils fassent, ce ne sont que des sots. » Voilà donc clairement ces personnes rhabillées pour l'hiver par Gustave Moreau, dirons-nous. Mais intéressons-nous maintenant aux sources d'inspiration qu'il y a sur cette toile. On retourne donc au tableau Les Licornes. Alors, nul doute que parmi les sources d'inspiration de Gustave Moreau ne se trouve la tapisserie de la Dame à la licorne, que je vous ai montrée dans le précédent épisode, pour illustrer ce qu'est le style millefleur, qui est un style d'inspiration que Moreau a utilisé. Eh bien, sachez que ce choix d'exemple n'était donc pas dû au hasard dans ma dernière vidéo, parce qu'il est fort possible que Gustave Moreau ait pu étudier cette fameuse tapisserie de la Dame à la licorne et l'admirer au musée des Thermes de Cluny, dit actuellement musée de Cluny en raccourci, où la tapisserie prit place à son époque, et d'ailleurs elle y est toujours, je vous dirais, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, d'aller au musée de Cluny, courez voir cette salle avec les panneaux de tapisserie. Juste pour ça, ça vaut le coup en fait, vraiment. Après, le reste du musée est magnifique, mais je vais pas épiloguer là-dessus. Alors, pour information à propos de cette splendide tapisserie en 6 panneaux, vite fait comme ça en passant, j'en profite, elle a été redécouverte et présentée lors de l'exposition universelle de Paris en 1878, elle a ensuite trouvé sa place au musée de Cluny en 1883, et c'est sans aucun doute en grande partie une de ces œuvres qui a certainement contribué à remettre au goût du jour cet animal fabuleux, vu que de toute façon on était déjà en plein revival de la redécouverte du Moyen-Âge. Alors au cas où, parce qu'on n'est pas tous forcément calés en symbolique, etc. Dans le monde de la peinture et du pictural, donc j'en profite pour vous dire que parmi les créatures les plus importantes du bestiaire médiéval, en fait, la licorne, elle est vraiment emblématique, elle y a une place très importante et elle y trône en majesté. Donc on retrouve très fréquemment dans les œuvres du Moyen-Âge cette figure, symbole de pureté et de grâce, mais aussi symbole de la foi et de l'innocence, et qui, je vous l'ai déjà dit, serait une créature fière et très féroce parce qu'attachée à ses valeurs, et qui donc ne se laisserait approcher que par les plus pures des vierges, puisqu'à cette époque la virginité chez la femme était symbole de pureté. Donc au Moyen-Âge toujours, les licornes elles peuplent abondamment les miniatures, les ivoires et surtout les tapisseries de la fin du XVe siècle. Donc là on est sur du bas Moyen-Âge, voire du Moyen-Âge tardif. Certains vous diront vers de la pré-Renaissance, mais on est quand même dans quelque chose de médiéval, on n'est pas dans une vision Renaissance en fait. Surtout en plus pour cette tapisserie de la Dame à la licorne, c'est vraiment très médiéval, c'est le style millefleur dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode d'avant. Donc il n'y a rien d'étonnant quand vous savez tout ça, que ce revival du monde médiéval au XIXe siècle, auquel Gustave Moreau n'échappa pas, que donc les licornes n'y trouvent une place importante et que du coup cette tapisserie se fasse source d'inspiration, ne serait-ce que pour Gustave Moreau, mais certainement pour aussi d'autres artistes.
Mais retournons donc au 19e siècle et à la toile de Gustave Moreau, dont la richesse décorative est foisonnante, comme à son habitude, avec son style syncrétique fouillé, dont on a déjà parlé, mais aussi dont les inspirations médiévales ne s'arrêtent pas qu'aux licornes. En effet, vous pourrez noter que dans cette toile, Moreau a utilisé sa technique artistique de recopiage et de détournement d'éléments réels existants, dont je vous ai déjà parlé. Alors par exemple, ici vous verrez deux motifs détournés sur cette toile, motifs qu'il trouva dans une publication de la revue Le Magasin Pittoresque, qu'il recopia et étudia avant de se décider à les placer, comme à son habitude, en motifs ornementaux, totalement détournés de leur réalité et surtout avec sa technique, donc en plaquage sur des éléments disparates et en ne suivant pas nécessairement les formes ni les placements de couleurs déjà effectués sur la toile. Alors sur cette toile-ci, les licornes, donc du coup, vous pouvez voir un de ces deux motifs sur la colonne, qui suit donc plutôt fidèlement la forme de celle-ci, et puis un autre au placement un petit peu plus surprenant sur le bas de la robe de l'une des dames, celle de gauche, avec son opulente robe rouge et ocre mordorée. Et vous voyez que le pansement, n'importe quoi, vous verrez que le placement pourrait faire moins sens et qu'il suit un petit peu moins les mouvements de la robe que cette colonne qui est statique et qui fait plus sens en termes d'emplacement. Mais c'est quand même tout autant harmonieux et ça ne gêne pas l'œil en fait. Au contraire, ça apporte cette espèce de fourmillement qui nous oblige, quand on regarde du Gustave Moreau, à vraiment passer du temps devant une seule et même toile et à détailler les choses et à ne voir que des petits éléments de beauté en plus, se rajoutant les uns aux autres. Donc ces deux motifs, ils sont retenus par Gustave Moreau dans cette revue, comme je vous l'ai dit, et donc c'est en réalité un diptyque en ivoire, donc une œuvre en 2 panneaux, diptyque, qui est conçu au 8e siècle et puis qui sera acquis par Alexandre du Sommerard, donc qui est un archéologue français et collectionneur d'art au 19e siècle. Et puis donc ces 2 œuvres, elles ont été exposées dès l'ouverture du musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny en 1844. Mais oui, encore ce superbe musée. Vous parlez Moyen-Âge, vous parlez musée de Cluny, c'est un petit peu inévitable. Alors d'ailleurs, Gustave Moreau, il a probablement eu l'occasion de pouvoir y aller, et il a très fortement, il y a de très très grandes chances qu'il ait pu les admirer de son temps, avant également de les revoir dans la revue Le Magasin Pittoresque, et puis de se décider à en faire ce qu'il en a fait dans cette toile. Mais, puisque nous en sommes à parler de motifs ornementaux, toujours dans une inspiration médiévale, se trouvent également cachées sur les vêtements de la femme de gauche 2 figures réalisées avec beaucoup de délicatesse, issues de combats célèbres de la mythologie du Moyen-Âge, mythologie chrétienne catholique du Moyen-Âge, avec ici la figure de Saint-Georges combattant le dragon, qui est une toute petite figure que vous pouvez zapper en fait si vous passez vite devant la toile. Encore une fois, il faut rester devant la toile de Gustave Moreau et en profiter pour voir toutes ces merveilles. Et puis la deuxième figure qui est également issue de cette même mythologie catholique, dirons-nous, c'est celle de l'archange Michel, qui est donc occupé à faire de même. Alors je pense que vous savez, mais au cas où, le dragon et puis ces 2 saints-là, ce sont des figures très importantes du Moyen-Âge en fait, et puis vraiment le combat contre le dragon, c'est quelque chose, c'est une symbolique très très forte. Mais on ne s'arrête toujours pas là, puisque toujours dans cette veine médiévalisante, vous avez ce calice qui est positionné au niveau du coin droit de l'œuvre, qui a un aspect très médiéval, d'orfèvrerie. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de vraiment fortement de ça. Également quelque chose du coup de tout ce qui est médiéval revisité du 19e, évidemment. Si vous êtes allé voir l'exposition Trésor de Notre-Dame au musée du Louvre, vous avez vu des choses du 19e siècle qui vous font penser à ça. Bref, ce calice, donc, il pourrait éventuellement évoquer la coupe du Graal, qui est un objet mythique de la légende arthurienne, et qui est l'objet de la quête des chevaliers de la table ronde, et donc une figure légendaire importante, qui apparaît d'ailleurs, le Saint Graal, pour la première fois, à la fin du XIIe siècle au Moyen-Âge, dans le roman ayant pour titre Perceval ou le Comte du Graal, de l'auteur médiéval chrétien de Troyes,
Ça rappellera des souvenirs à beaucoup de personnes qui l'ont eu pour le bac, mais bon bref, peu importe. Et puis je vais en profiter du coup pour dire que... pour ajouter que dans certaines versions du mythe arthurien, ce fameux Saint Graal, il serait transporté sur l'île d'Avalon. Donc ceux qui le souhaitent peuvent tout à fait voir dans cette toile et dans cette île dite fortunée, donc cette île du mythe arthurien, et donc ça pourrait être l'île d'Avalon en fait. Et donc une question se pose du coup, laquelle de ces figures féminines serait-elle alors la fée Morgane? Voilà, si vous aimez les mythes arthuriens, bah, ça vous fait ce petit plaisir en passant. Et quoi qu'il en soit, et même si cette coupe ne référait pas au Saint Graal, eh bien vous pouvez quand même noter que cet élément qui est quand même mis en tout premier plan dans la toile, eh bien il participe au climat de mystère qui règne donc dans cette composition. Et puis on finira aussi en disant qu'on n'oublie pas que Moreau est donc un artiste du syncrétisme et donc qui mélange des choses d'époques différentes ou de lieux différents qui n'ont rien à foutre ensemble. Et donc vous noterez qu'il n'y a pas que de l'inspiration médiévale dans cette toile évidemment, hein. Et bah oui, hein, voilà, c'est Moreau, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça n'y paraît d'un premier coup d'œil. Et donc là vous avez des motifs Renaissance qui sont aussi présents. Et en exemple, je vous montre le chapeau de la jeune femme de droite, hein, celle qui est dévêtue, qui tient le lys et l'épée. Et bien ce chapeau, quelque part, il ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle le masocchio, je ne sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez pour ceux qui connaissent mieux la langue italienne que moi. Et donc cette coiffe, c'est une coiffe italienne Renaissance que l'on a vue dans un certain nombre de peintures de l'époque Renaissance, en fait de portraits, et on en trouve des variations masculines, et puis on en trouve aussi des variations féminines. Je vous ai mis des petits exemples là pendant que je vous expliquais le sujet. Alors sinon, en guise de conclusion pour cet épisode, avant que je vous parle du prochain, moi je suis de mon côté totalement raccord avec un écrit de Huysmans, et oui, encore lui, j'en ai déjà parlé, donc dans son écrit sur l'art de 1883, où il dit que les toiles de Gustave Moreau ne semblent plus appartenir à la peinture proprement dite, les méthodes qu'il emploie pour rendre ses rêves visibles paraissent empruntées au procédé de la vieille gravure allemande, à la céramique et à la joaillerie. Il y a de tout là-dedans, de la mosaïque, de la nielle, du point d'Alençon et de la broderie patiente des anciens âges, et cela tient aussi de l'enluminure des vieux micelles et des aquarelles barbares de l'antique Orient. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz, mais pour moi, cette citation, elle illustre parfaitement cette toile. Et j'ajouterai aussi que je trouve que les licornes de Gustave Moreau, où il a voulu représenter cette île fantastique, sublime de vertus féminines, eh bien, elle me semble être vraiment un parfait pendant contraire à sa toile Les Chimères, où les femmes y sont vues comme des pécheresses impures, incapables de se tourner vers le salut de leur âme. Et les deux ensemble illustrent cette vision vraiment de la femme du 19e siècle, qui est encore une fois la sainte ou la putain. Ou la sainte, ou la pécheresse, enfin bref, ce que vous voulez, mais vraiment cette dualité très très forte dans l'imagerie féminine du 19e siècle. Alors je finis avec ça mes lapins, merci pour votre écoute, si ça vous a plu, partagez, likez, laissez des commentaires, j'y réponds toujours d'ailleurs, merci d'ailleurs à ceux qui le font, et puis abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode de ce cycle Gustave Moreau et le Moyen-Âge retrouvé, parce que je n'en ai pas encore fini avec lui. Et d'ailleurs, si vous en avez envie, si vous ne le savez pas, j'ai aussi une saga sur Mucha et l'Art Nouveau qui a débuté cette année sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les épisodes qui sont déjà publiés. Et puis si ça vous plaît, vous abonnez pour voir les prochains parce que c'est très loin d'être fini aussi. En tout cas, merci pour votre écoute. À très très vite mes lapins, j'ai vraiment hâte de continuer avec vous. Et merci pour ceux qui viennent me faire des retours sur mes réseaux sociaux, ça me fait très très plaisir. À très bientôt!